Qu'est-ce que tu cherches ? Selon l'Observatoire national de la biodiversité, 17% des espèces de faune et de flore sont aujourd'hui menacées ou éteintes. Le risque d'extinction a d'ailleurs augmenté de 14% en moins de 10 ans. Et 78% des habitats sont dans un état de conservation défavorable. L'une des conséquences du changement climatique et plus généralement des changements environnementaux, c'est qu'ils modifient les conditions de vie des espèces, les forçant à migrer, à adapter leur mode de vie ou à quitter leurs habitats pour des environnements plus cléments. Si les raisons qui conduisent des populations humaines, animales ou végétales à quitter leurs habitats ont été ces dernières années très étudiées et documentées, on en sait beaucoup moins sur la manière dont les espèces choisissent leurs nouveaux habitats. Et c'est exactement le domaine d'étude du chercheur en écologie comportementale Staffan Jacob. Bonjour Staffan. Bonjour. Tu es chercheur au CNRS, tu travailles à la station d'écologie théorique et expérimentale de Moulis, qui se consacre à comprendre les impacts du changement global sur la biodiversité. Staffan, dans cet extrait sonore, on entend le clapotis de l'eau. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce son ? Outre le côté un peu méditatif, je trouve, de l'écoulement de l'eau ou d'une bordure de lac, en fait, ça fait une dizaine d'années que je travaille sur la dispersion, le choix d'habitat, et quasiment que chez des organismes aquatiques, des micro-organismes, comme on va le voir, que ce soit en laboratoire ou dans les lacs de montagne, d'où ce choix. Staffan, tu as coordonné le projet Choose, un projet qui vise à démontrer que lorsque des populations sont amenées à se déplacer, pour des raisons liées à des pollutions, des changements de température, à l'arrivée de prédateurs par exemple, ces populations, loin de se disperser de manière aléatoire, décident de leur destination et choisissent leur nouvel habitat. Est-ce qu'on peut résumer ainsi l'étude que tu réalises ? En partie, oui. Une petite nuance est que j'ai pas l'ambition de démontrer cela, mais de tester si ça existe et quand ces comportements-là existent chez les organismes, quelles conséquences ça a pour eux-mêmes à l'échelle individuelle, leur survie, leur reproduction, pour les populations et pour les dynamiques évolutives. Finalement, quelle est la question que tu t'es posée au départ ? Alors, dans la littérature sur ce qu'on appelle la dispersion, donc les mouvements des organismes, on peut les classer en 3 catégories. Il y a tous les mouvements de routine de tous les jours pour chercher la nourriture, ce qu'on appelle les mouvements de foraging. Ensuite, les mouvements de dispersion, qui sont quitter un habitat pour aller dans un autre habitat pour s'y reproduire ou y vivre une partie de sa vie ou sa vie entière. Et ensuite, on peut parler aussi des mouvements migratoires, qui sont des mouvements d'aller-retour saisonnier. Et donc, moi, je travaille spécifiquement sur la dispersion. Et dans la littérature théorique, il y a eu énormément de travail qui a consisté à supposer que la dispersion était un phénomène de dispersion aléatoire. Donc, que les individus, à l'échelle des populations, il y en a une partie qui va partir, une partie qui reste, et ceux qui partent, ils diffusent dans l'espace de façon aléatoire. Or, on sait de décennies de travail plus naturaliste sur des espèces que y a plein d'espèces qui vont pas au hasard, qui se déplacent pas du tout au hasard dans le paysage, qui vont choisir de vivre préférentiellement en forêt, en bordure de lac plutôt qu'au milieu du lac. Ou quelles espèces sont concernées par ces comportements-là et quelle importance ça a ? Ça, c'était les questions de départ. Tu t'es basé sur des ciliés, ces patates à poil, comme tu le dis, pour étudier la manière dont ils choisissent leurs habitats. Mais les ciliés sont des micro-organismes qui ne pensent pas. Pourquoi parles-tu de décision ? Alors, moi, je travaille sur les ciliés parce que c'est pratique. Parce que c'est beaucoup plus compliqué de suivre les mouvements de dispersion et les dynamiques populationnelles de populations d'oiseaux ou de grands mammifères, un truc comme ça, d'où les ciliés. Et effectivement, quand on observe leurs mouvements, on observe qu'ils vont préférentiellement vers certaines conditions ou qu'ils quittent préférentiellement certaines autres, plus ou moins stressantes, donc liées à la température, aux ressources, à des polluants, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit appeler un choix au sens comportemental, une décision, et qu'est-ce qu'on doit appeler comme juste un changement comportemental? Ça, c'est une question qui est très sémantique. Chez l'homme, on parle beaucoup de décisions sur des choses qui ne sont en fait pas des décisions. Par exemple, le mouvement.
Je sais pas si qui que ce soit d'entre nous sait vraiment pourquoi il vit à un endroit, pourquoi il est resté près de chez ses parents ou a dispersé et s'est installé autre part. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Est-ce que c'est vraiment une décision ? La question se pose. Évidemment, encore plus chez les micro-organismes. Donc on parle de décision, y compris pour les micro-organismes. Un autre terme qu'on utilise, c'est la plasticité des comportements de mouvement. Donc c'est le fait qu'un même organisme soit capable de changer ses comportements de mouvement en fonction de l'environnement auquel il fait face. Ces expérimentations avec ces micro-organismes, ces ciliés ou patates à poils, tu les as faites en laboratoire. Est-ce que tu as pu tirer des conclusions ou d'autres conclusions à partir d'expérimentations sur le terrain, comme dans les lacs de montagne que tu évoquais au début de cet entretien ? Alors les lacs de montagne, ça fait 5 ans qu'on travaille dessus, mais on a isolé des micro-organismes, des micro-algues, on les a ramenés au labo et on a fait plein de choses dessus. On n'est pas encore à l'étape du choix d'habitat, de la dispersion. Ça fait partie des prochaines perspectives de recherche, travailler sur le mouvement de toutes ces lignées qu'on a isolées des lacs. Ce qu'on a regardé à l'échelle des lacs, c'est plus le rôle de la connectivité entre des réseaux de lacs en montagne sur les similarités de communautés microbiennes, mais pas à l'échelle d'une espèce, du mouvement d'une espèce, mais à l'échelle de toute une communauté. Connectivité, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie ? C'est la connectivité par des torrents entre des habitats. Dans la théorie des métapopulations et des métacommunautés, on considère que quand il y a un lien entre des habitats qui permet à des organismes de bouger entre ces deux habitats, ça va avoir tout un tas de conséquences auxquelles on s'attend théoriquement. Et en particulier à l'échelle des communautés, on s'attend à ce que s'il y a un mouvement d'une part de la communauté d'un habitat vers un autre, on va avoir une homogénéisation des populations et des communautés entre ces deux habitats. Donc ça, c'est des prédictions théoriques très simples qu'on s'attelle à tester. Et ensuite, quel est le rôle du mouvement individuel des individus de ces communautés dans ces patterns-là, ça fait partie des choses qu'on prévoit, là, dans les prochaines années, d'étudier en laboratoire avec ces microalgues qu'on a isolées. Au sein d'une même espèce, soumise à une même pression, la population fait-elle un même choix de destination ? Non, absolument pas. Il y a toujours de la variance, il y a toujours ce qu'on peut appeler une variance résiduelle. C'est-à-dire que même avec exactement le même génome, et ça c'est l'intérêt principal des ciliés sur lesquels on travaille en laboratoire, c'est qu'on garde des lignées clonales où on a des populations de milliers de cellules, mais elles ont toutes exactement le même génome. Et donc ça nous permet d'étudier la plasticité, donc le changement de comportement pour un même génotype. Mais malgré ça, on a énormément de variance parce qu'il y a une source incroyable de variabilité dans les comportements, dans les caractéristiques phénotypiques des organismes qui provient pas du génome, pas directement en tout cas, mais qui provient de bruit dans le développement des comportements, d'interactions entre le génome et l'environnement qui varient en fonction des conditions environnementales rencontrées, et aussi il y a une part énorme des traits phénotypiques pour lesquels on crée de la variance. C'est par exemple le cas de notre système immunitaire. Notre système immunitaire crée énormément de variance. Et c'est sur cette variance qu'il y a une sélection qui va être opérée. Donc ça, c'est des stratégies qui existent qui consistent à, pour un même génotype, créer tout un tas de possibilités phénotypiques différentes. Ça signifie que au sein d'une population étudiée, par exemple de 1000 ciliés, chaque micro-organisme va choisir sa destination finale. Chaque micro-organisme va se comporter différemment. Certains vont rester quand on leur propose un choix très simple avec 2 petits récipients reliés par un petit corridor en plastique, un petit tuyau, avec une température de chaque côté, température différente. Il y en a certains qui vont rester dans la température de départ, d'autres qui vont partir. Ceux qui vont partir, ils présentent souvent des caractéristiques différentes. Ils sont plus rapides, ils sont plus allongés, ils sont meilleurs dans la capacité à s'installer dans un nouvel habitat quand il n'y a pas de congénères à côté. Mais voilà, il y en a certains qui restent, certains qui partent, malgré le fait qu'ils partagent tous exactement le même génome. Juste pour être précis et que tout le monde comprenne, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la variance exactement ? Alors, quand je parle de variance, je parle de différence de traits, de phénotypes ou de décisions comportementales entre individus. Donc c'est la diversité. La variance, là en l'occurrence, c'est la diversité de traits. C'est la variabilité qu'il existe entre les individus dans ce qu'ils font ou ce qu'ils sont. Alors tu nous as dit que les expérimentations que tu faisais actuellement en milieu naturel, sur les lacs, tu attendais un peu pour en tirer certaines conclusions, mais néanmoins, est-ce qu'on observe les mêmes types de comportements ?
Là où on en est sur les lacs de montagne, c'est que on a étudié principalement une chose qui est la réponse à la température des organismes, pas en termes de mouvement, mais juste en termes de performance. Donc, à quel point est-ce qu'ils se sentent bien, est-ce qu'ils se reproduisent dans différentes conditions. Pour tester si, quand on ramène des organismes au labo et qu'on quantifie expérimentalement dans quelles conditions de température est-ce qu'ils sont les meilleurs, quelle est leur température optimale, on appelle ça, est-ce que cette température optimale correspond aux conditions dans lesquelles on les a prélevés. Donc, par exemple, des microalgues prélevées dans un lac en très haute montagne, qui va être en moyenne plus froid, est-ce qu'ils ont une température optimale plus froide que des lacs plus bas en altitude? La partie mouvement, on a identifié quelles lignées sont mobiles, parce que toutes les lignées qu'on a ne sont pas mobiles, il y a plein de stratégies, plein d'organismes dans la biodiversité qui ne sont pas mobiles, et donc parmi ceux qui sont mobiles, il reste plus qu'à faire le travail. Ceux qui ne sont pas mobiles et qui sont soumis à des pressions sont condamnés à l'extinction? Heureusement non, il y a plein de façons de faire. Les arbres sont pas mobiles eux-mêmes, leurs descendants, via les graines, peuvent l'être. Une stratégie de vie qu'on observe chez les ciliés, malgré le fait qu'ils sont mobiles, c'est justement ce fait que tous ne partent pas. Donc il y en a qui sont mobiles, qui partent, qui vont chercher des conditions qui sont potentiellement meilleures ailleurs, mais il y en a aussi plein qui restent. Et en fait, même quand on peut pas se déplacer, on peut mettre en place plein d'autres stratégies qui consistent à, par exemple, attendre que ça se passe, attendre patiemment. On sait que l'espèce principale sur laquelle on travaille, par exemple, quand la température et les conditions de ressources diminue, quand elle n'a plus rien à manger, elle met en place des mécanismes de résistance au niveau de la membrane qui l'aident à résister à des conditions stressantes. Ça, c'est tous les mécanismes des organismes qui s'enquistent. Et dans les lacs de montagne, c'est beaucoup le cas. Il y a beaucoup d'organismes qui se mettent dans des conditions de résistance, dans des stades de résistance enquistés ou autres, pour tenir tout l'hiver et qui attendent que les conditions elles reviennent. Donc non, il n'y a pas forcément besoin de bouger. Par contre, si les conditions des lacs à cause du changement climatique, à cause du réchauffement, atteignent des températures qui sont bien au-delà de ce que les organismes sont capables de supporter, étant donné leur passé évolutif. Là, par contre, qu'est-ce que ça va donner derrière? Est-ce qu'elles sont capables de résister? Ça, on n'en a aucune idée. Et le plus probable, si on dépasse les températures maximales de survie, c'est qu'il va y avoir un remplacement. Donc on perd des espèces et potentiellement on les remplace par d'autres qui sont plus adaptées à ces températures élevées, ce qui déstabilise complètement les écosystèmes. À ce stade, quelles sont les conclusions que tu peux tirer de cette étude? À l'échelle du projet, on a un certain nombre de conclusions. La première, c'est que ces comportements de décision de mouvement, de changement de mouvement en fonction de l'environnement, elles sont extrêmement présentes dans les organismes qu'on a étudiés. Ça, c'est pas une surprise. On savait depuis des décennies qu'il y avait plein d'espèces qui changeaient. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ces comportements, ils varient énormément d'une espèce à l'autre, même d'un individu à l'autre. Au sein d'une espèce, on observe énormément de variabilité intraspécifique, on appelle ça. Que ça a des conséquences à l'échelle des populations en favorisant les tailles de population, en diminuant la variance ou en augmentant la variance spatiale entre populations, justement en évitant d'aller envoyer des individus au hasard dans des environnements qui sont pas bons. Ce qu'on sait beaucoup moins, c'est pourquoi est-ce qu'ils font exactement ce qu'on observe qu'ils font. Il y a plein de fois, plein de génotypes, plein d'individus qui, quand on leur donne un choix entre deux conditions, une que nous on considère qu'elle devrait être meilleure pour eux en termes de leur croissance et une qui est moins bonne, et ben en fait ils vont là où c'est moins bon. Et ça arrive très souvent, on a une grosse part des génotypes qui font ça. Donc intuitivement on se dit, en fait c'est pas adaptatif, c'est pas avantageux, c'est mal adaptatif. Mais se pose la question, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Est-ce que c'est parce qu'ils jouent sur plusieurs tableaux en même temps? Est-ce que c'est parce qu'ils sont pas bien capables en labo, juste étant donné les changements qu'on met en place, par exemple quand on manipule juste la température, d'obtenir de l'information fiable sur leur environnement pour ajuster ces mouvements de dispersion? Et la question reste ouverte. Stéphane, tu as consacré plus de 10 ans de travail à ces thématiques. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ces recherches? Alors, c'est une recherche qui est très fondamentale, qui est très hors sol, qui apporte pas une compréhension détaillée des écosystèmes naturels et je vais pas pouvoir utiliser ces données-là pour proposer des pistes de conservation, de protection, etc. Par contre, c'est une recherche qui est curieuse, dont le but est d'avancer petit à petit, de petite question en petite question pour essayer de comprendre et se laisser guider par une simple curiosité des choses. En 10 ans à la station écologique théorique et expérimentale de Moulis en Ariège, donc sur un territoire très rural, tu as sûrement rencontré des situations bien différentes. Est-ce que tu aurais une anecdote à partager avec les auditeurs de Qu'est-ce que tu cherches ?
Oui, alors une anecdote ou plutôt un commentaire que je voudrais partager, c'est que justement cette curiosité, elle doit rester le plus libre possible dans la façon dont on avance. Quelque chose auquel je tiens beaucoup et que je pense avoir réussi à faire dans le cadre de ce projet et que je vais essayer de continuer à maintenir, c'est de maintenir de l'improvisation curieuse dans la façon dont on fait les choses. Si on avait déjà prévu au départ tout ce qu'on va faire après, c'est qu'on n'avait rien à découvrir. La curiosité, c'est la caractéristique de la recherche, non ? Oui, bien sûr. Il faut que ça reste la part principale de la recherche. Quelles sont les perspectives dans ta discipline, l'écologie comportementale ? Comment est-ce que tu imagines voir cette discipline évoluer dans 5, 10 ans ? À l'échelle de la discipline, je ne sais pas si j'ai envie de répondre. Je vais répondre à mon niveau. Moi, ce que je cherche à faire, c'est essayer de maintenir cette curiosité, mais l'ancrer dans le territoire. Arriver à étudier des comportements, de la variance, de la diversité, avec toujours ce prisme de curiosité, de fascination pour le vivant, mais d'une manière qui puisse parler à tous les acteurs du territoire, que ce soit les parcs, les touristes, les collègues, et être capable de plus partager ça, et donc de mieux connaître, mieux ancrer nos recherches dans l'environnement dans lequel on est. Il me semble que c'est quelque chose qui est très important, et d'autant plus important étant donné les urgences auxquelles on fait face de changement de nos pratiques. Merci beaucoup Stéphane de cette incursion dans tes recherches, de nous avoir permis de mieux les comprendre. Qu'est-ce que tu cherches ? C'est un podcast produit par le CNRS. On peut en retrouver tous les épisodes sur les applications de podcast. Et bien sûr, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous.